Bonjour tout le monde, encore de nouveau, on va en parler du bien-être. Et dans ce bien-être, bien sûr, on va parler de cette relation alimentation, mode de vie ou hygiène de vie et avec les maladies, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes du côlon. Et il y en a beaucoup. Donc, on a déjà parlé du problème des gaz donc, dans les intestins ou l'hélicobactère pylori dans l'estomac. Mais on va aujourd'hui, donc on va laisser l'hélicobactère pylori, donc la bactérie de l'estomac, on va la laisser à un autre, parce que pour ne pas mélanger donc les données, et on va la laisser à un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler du côlon et ce qu'on appelle en anglais l'irritating bowel syndrome. Et c'est irritating bowel diseases. Bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maladies. Il y a la maladie du ulcère de Crohn, il y a la colopathie fonctionnelle, il y a certaines irritations au niveau donc de la partie colorectale, il y a les hémorroïdes, il y a beaucoup de problèmes. Donc même ces gaz, ces blottines, hein, ce ballonnement et ce gonflement donc de ce côlon, il y a le côlon poreux, il y a aussi les pertes. Bon, il y a des gens qui ont, je m'excuse du terme, ils sont obligés des traces de matière fécale dans leurs vêtements, comme ça sans qu'ils se rendent compte. Ça c'est involontaire, ça part involontaire, et là c'est les pertes qu'on appelle fecal leak. Le fecal leak au niveau donc du côlon, ça c'est devenu un phénomène actuellement insupportable. Pour les personnes âgées ou les petits-enfants, oui, ou parfois même les répertoires un peu, disons, agressés ou quelque chose comme ça, oui, on peut avoir des traces donc, de matière fécale dans les sous-vêtements, mais une personne normale qui a ça c'est une maladie, ça devient une maladie, c'est pas, ça, normalement ça doit pas exister. Bon, il y a des causes. Et on le dit, on le redit et on va continuer à le dire jusqu'à ce que l'humanité se réveille et comprenne finalement qu'il n'y a pas de maladie sans cause. Actuellement, dans tout le domaine médical, dans le monde, par le monde, je ne parle pas d'un pays sans parler d'un autre, parce que la médecine est la même. Bon, ce qu'on enseigne dans les facultés de médecine, c'est partout actuellement, c'est standardisé, hein, c'est partout dans le monde, sauf certains pays qui joue un peu sur la médecine intégrative, comme la Chine et l'Inde, d'autres pays, même la Corée aussi a commencé aussi à utiliser donc sa médecine, sa propre médecine. Et ça c'est pour compléter la médecine, c'est pas pour se substituer à la médecine moderne, mais il faut la compléter, ce qu'on appelle integrative medicine, c'est qu'on travaille avec tout. L'essentiel c'est de guérir le malade, c'est ça. Donc, que ce soit la chimiothérapie ou que ce soit une plante, de toute façon l'essentiel c'est de guérir le malade. C'est ça le fort de la médecine. Et le noble d'ailleurs de la médecine. Donc les maladies donc, du côlon, il y a des causes. Bon. Vous savez bien qu'actuellement, même dans mon pays, il y a dans le Maroc et même l'espace maghrébin, c'est un peu la même chose. C'est ces pays qui consommaient la même chose avant. C'est des pays qui ont un peu le même mode de vie. Actuellement, ils sont encore beaucoup plus penchés, ils vont dériver. Ils tendent actuellement vers la nutrition. Le mode de vie, pas la nutrition, le mode de vie occidental, un peu plus ou moins européen. Et ces pays, vous savez bien que dans les provinces, donc à la campagne, il y a moins de problèmes du côlon qu'il y en a dans les villes. C'est tout simplement parce que la campagne, on fait encore la cuisine, on ne mange pas beaucoup, on ne mange pas tout le temps, on n'a pas de collation, il n'y a pas de produits sucrés, il n'y a pas de friture, il n'y a pas beaucoup de produits périmés, des choses comme ça, des tricheries, tout ça, à la campagne. On utilise encore, l'huile d'olive malheureusement, ça a descendu, maintenant ça remonte, hein, la consommation de l'huile d'olive actuellement, comme ça remonte. On a encore malheureusement des gens qui gardent encore donc, ce que j'appelle moi les ruines de la formation des années 70, hein, c'est des ruines de la faculté de médecine, ce que j'appelle les ruines, hein, et on vit encore sur ces ruines, hein. On ne fait pas la cuisine avec l'huile d'olive, mais pourquoi on ne fait pas la cuisine avec l'huile d'olive? On ne fait pas la friture avec l'huile d'olive, parce que la friture, c'est une température de 250 degrés. Mais on peut faire la cuisine avec l'huile d'olive lorsqu'il s'agit d'une sauce, parce qu'il y a de l'eau et parce que la température d'ébullition de l'eau ne dépasse pas 100 degrés. Et il faut cesser de dire n'importe quoi donc, aux gens. On peut faire la cuisine avec l'huile d'olive, c'est-à-dire notre cuisine. La cuisine marocaine, maghrébine, arabe, etc. Bon. On fait la cuisine avec l'huile d'olive sans aucun problème et il ne faut plus écouter donc, les gens qui disent n'importe quoi. Et dans ces régions, au moins, il y a moins de problèmes donc, du côlon. Il y en a beaucoup dans les villes. Hein, si on va toutes les villes du Maghreb, d'ailleurs, Casablanca, Tanger, Alger, Tunis, etc. Là, c'est des grandes villes là où on vit un peu comme on vit à l'européenne.
Et c'est pourquoi on a les mêmes problèmes. On a la colopathie fonctionnelle, on a autant de Crohn à Casablanca qu'il y en a à Paris. Et malheureusement, pourquoi? Parce que ces problèmes du côlon, numéro 1, bon, nous, on n'a ni laboratoire, ni cabine, ni rien, on ne reçoit pas d'argent et on donne ça dans un programme de la protection des consommateurs et on donne les informations aux consommateurs. C'est comme ça, c'est du volontariat et on a aimé donc, faire ce job, ce travail. Et pour dire qu'on ne fait pas de publicité, on n'a pas de cabinet, on ne reçoit pas et on ne reçoit ni argent ni rien du tout. Il faut que les gens donc, distinguent entre les personnes qui font beaucoup de travail pour que les personnes appellent au téléphone et prennent rendez-vous. Nous, on ne donne pas rendez-vous et on ne reçoit pas. Voilà. Et ça, c'est un peu, ça montre aux gens pourquoi on parle comme ça. Et nous avons accumulé quand même 35 années de recherche de laboratoire, parce que j'ai commencé comme technicien de laboratoire et je connais toutes les analyses et j'ai analysé tous les aliments. Il y a des gens qui demandent la référence, je suis la référence. Et je peux vous dire la composition de n'importe quel aliment et la tricherie de n'importe quel aliment. Donc les choses qui provoquent des irritations, c'est les additifs alimentaires. Le premier ennemi du côlon, c'est les additifs alimentaires. Dans ces additifs alimentaires, il y a des substances qui ne se trouvent pas dans la nature, comme les édulcorants. L'aspartame, l'azosulfate de potassium, le cyclamate, l'atomatie, le sucralose, le maltitoxine, ça n'existe pas dans la nature. Ça veut dire qu'il ne se métabolise pas. Il entre et il sort, et quand il se décompose chimiquement, il donne du méthanol. L'aspartame donne du méthanol, attention, qui est neurotoxique. Donc, les édulcorants, ensuite les colorants. Les colorants, c'est les allergies et l'hyperactivité, donc il y a certains colorants qui attaquent même les ADN, les chromosomes, c'est cancérigène. Et puis certains émulsifiants ou ce qu'on appelle les épaississants que les industriels utilisent dans les gâteaux, dans les gaufrettes, dans les gâteaux de crème, dans les trucs comme ça, même dans les croissants, dans des petits pains, dans des trucs comme ça. On utilise même dans les produits de la viande, dans les produits de charcuterie, les produits laitiers, les produits de carne comme les saucissons. Dans certains fromages d'ailleurs comme le cottage cheese, comme dans les fromages. Il se trouve aussi dans la crème, il se trouve dans le frozen pizza, il se trouve dans beaucoup d'aliments, malheureusement, qui sont les carragénanes. Et les carragénanes, c'est un grand ennemi du côlon. Il provoque les irritations au niveau du côlon, les additifs. Vient après les composés soufrés, les composés sulfurés, c'est l'anhydride sulfureux, les sulfites et les sulfates. Et ensuite les nitrates. Les nitrates, ça attaque l'estomac d'abord. Les nitrates, c'est un problème d'estomac et ensuite c'est l'intestin grêle et le gros intestin. Et on a certains produits qui solubilisent, qui dispersent, qu'on appelle les produits de dispersion, qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire. Et ces produits de dispersion qui sont des monoglycérides, des diglycérides, des gélifiants, de la lécithine, de la gélatine, des trucs comme ça. Et ça, c'est des produits, aussi. Puis les produits de blanchiment du pain, les bromates et les bromures. Le pain, on a 16 actuellement, on a 16 produits qu'on peut utiliser dans le pain. Les benzoates, les surbates, les BHT, ça, on a beaucoup de trucs. Donc les additifs alimentaires, c'est l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 2, c'est trop de viande. Parce que la viande, nous, on explique scientifiquement. Bon, et nous sommes prêts à toutes les conférences du monde. Donc, pour bien... déjà, on simplifie un peu notre speech. On simplifie le discours. Mais sinon, on peut le compliquer encore beaucoup plus davantage. Donc, les viandes, après digestion, on aura l'ammoniac et on aura les monocarbonyles, des fonctions aldéhyde et cétone. Donc, aldéhyde, cétone, plus le H2S, plus l'ammoniac, les NH3, égale attaque directe de la lumière intestinale. Donc ça enflamme le côlon. Donc trop de viande, ça enflamme le côlon. Trop de viande, cancer du côlon, colorectal. Plus trop de viande, lithiase. Trop de viande, cancer de sein. Trop de viande, d'ailleurs, l'hypertrophie de la prostate. Trop de viande cardiovasculaire, etc., etc. Mais, disons, parmi
Les grands dangers d'ailleurs d'un régime viande, hein, les gens qui mangent beaucoup de viande sans fibres, parce que les fibres, ça protège la lumière intestinale, les fibres, ça protège le côlon. Donc moins de fibres, trop de viande et de produits laitiers, c'est que les viandes, ils donnent de l'ammoniac, c'est la digestion des protéines, et les protéines, ils ont un NH2 final. Ce NH2, quand il est coupé, il donne NH3. Ils ont des fonctions donc, aldéhydiques et cétoniques. C'est un CO, c'est les monocarbonyles, et ils ont aussi le CO2. Et puis, on a les radicaux libres, qu'on appelle les radicaux libres, qui attaquent donc le gros intestin. En plus, les viandes, ils donnent des opoïdes, des protéines d'origine animale. Ils donnent des opoïdes, comme les endorphines et la casomorphine du lait. Le lait donne la casomorphine. Parmi les choses, il donne la casomorphine. Et c'est pourquoi d'ailleurs la caséine, surtout la caséine alpha S1 de la vache, c'est une caséine, mais c'est une protéine très robuste et très dure à digérer. Donc les gens qui mangent beaucoup de produits d'origine animale, ils ont des problèmes. Bon, les gens qui ont maintenant des syndromes, les gens qui ont des symptômes, les gens qui ont déjà ces maladies, qui ont déjà une colopathie fonctionnelle, qui ont déjà un Crohn, qui ont déjà une colite, des choses comme ça, des ballonnements, des gaz, des trucs comme ça, des inflammations, il faut qu'ils arrêtent d'abord ces choses-là. On arrête les produits industriels parce qu'il y a des additifs. On arrête tout ce qui est produit de friture dans l'huile, hein, c'est les frites, c'est les choses qu'on peut frire dans les huiles. Et on arrête les choses non fermentées, c'est-à-dire les pains qu'on ne fermente pas. Vaut mieux ne pas manger un pain. Bon, nous, au Maroc, malheureusement, on a des types de pain qu'on appelle msemen, rzeza, etc. Hein, c'est des types de pain qui ne sont pas fermentés. On pétrit et on fait cuire. Donc, et là, c'est mauvais. Hein, c'est difficile à digérer parce que l'amidon n'est pas bien travaillé et les particules d'amidon ne sont pas saturées. C'est pas bien mélangé, c'est pas bien fait. Et parce que la fermentation, ça ouvre un peu, ça ouvre le pain. Et il faut éviter le mélange des deux grands de la digestion. Hein. Il ne faut pas mélanger les deux grands, sinon vous aurez une mêlée dans votre estomac et dans votre intestin. Il ne faut pas mélanger le gras avec les sucres. Quand vous mangez gras, ne mangez pas les sucres. Quand vous mangez les sucres, ne mangez pas gras. C'est-à-dire, parce que malheureusement, nous avons une mauvaise habitude au Maroc, et ça existe surtout les familles aisées, les familles qui ont un peu d'argent. On a un repas gras, un repas viande, trop de viande, et puis le dessert, les sucres. Et après le dessert, c'est un gâteau type bastila au Maroc, on appelle comme ça, bastila ou bien le petit four. On a le petit four ou le bastila après le repas. Et là, c'est la catastrophe du type digestif. Bon, si les gens veulent manger ce bastila ou quelque chose, il faut qu'ils l'éloignent un peu des viandes. Les viandes, elles doivent être mangées seules. Il y a un régime actuellement qu'on commence à dire les gens viande et tout ça. Moi, j'ai suivi kétogénique, moi j'ai suivi vegan, moi j'ai suivi ça. Hein. Et on ne peut pas continuer à vivre cétogénique. On ne peut pas continuer à vivre cétogénique. Le meilleur régime, c'est le régime naturel, c'est le régime cuisant à la maison et c'est le régime équilibré en végétaux, pas en viande. Et là, actuellement, certaines personnes actuellement qui recommandent qu'on mange le gluten, mais ce n'est pas le gluten. Ce n'est pas le gluten, c'est la fermentation du pain. On a un blé transgénique, modifié génétiquement, et on a une fermentation avec une levure boulangère modifiée génétiquement, aussi transgénique. La levure boulangère de par le monde actuellement, elle est transgénique. Et cette fermentation ne permet pas l'hydrolyse de l'acide phytique parce qu'il n'y a pas de bactéries lactiques, il n'y a pas de probiotiques. Et on a un pain, il est ce qu'il est. Donc ce n'est pas le gluten, mais c'est la fermentation du pain. Si on peut fermenter ce pain avec un ferment traditionnel, un ferment acide, là il n'y aurait pas de problème, les gens ne peuvent pas se priver de ce pain parce que l'homme a toujours vécu avec les céréales, depuis son existence. Il a toujours mangé du blé. Ce n'est pas maintenant qu'on va introduire cette philosophie de on ne mange pas le blé, ça c'est pas de la nutrition, hein, c'est de la philosophie. Parce qu'il y a la science, il y a la philosophie. Nous on parle science, on ne parle pas philosophie. Et là, les grands ennemis donc, de ce côlon, c'est ça. Si on a un régime végétal, il y a les aliments d'origine végétale, parce que les aliments d'origine végétale, il y a les fibres qui n'existent pas chez les animaux, et il y a les antioxydants qui n'existent pas chez les animaux, il y a les phytoestrogènes qui n'existent pas chez les animaux, et on a les phytostérols, les composés stéroliques, là, qui n'existent pas chez les animaux. Et le monde végétal, il est riche en potassium. Il y a moins de sodium ou pas de sodium. Le sodium existe dans les aliments fabriqués par l'homme parce qu'il ajoute le sel. Et le monde végétal, il y a des huiles, il n'y a pas de gras saturé, il y a des huiles, il n'y a pas de cholestérol,
il n'y a pas de sodium, et il y a les fibres, il y a les antioxydants, il y a les phytoestrogènes, et si on mange cru, il y a les enzymes. On a les enzymes. Bon, je pense que si on comprend bien ça, c'est très suffisant pour vivre en paix. C'est très suffisant. Sauf que quelques aliments qu'on appelle crucifères, certains aliments qui dégagent un peu de gaz, qui gênent un peu, comme les choux, comme la chou-fleur, disons, certains aliments où il y a un goût qui sort du nez, hein, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Là, c'est un peu, on évite, où il y a des gens actuellement qui ne peuvent pas manger certaines légumineuses. Les légumineuses, il faut les cuire, une bonne cuisson, une cuisson forte. Et quand on ajoute des choses avec, ça va. Des antifongiques d'ailleurs, on ajoute la cannelle, la fenugrec, tout ça avec, et on peut en manger. Et puis les légumineuses, ils sont les mêmes. Donc les gens choisissent, c'est tout. C'est des gens qui aiment les lentilles, c'est bon. Les haricots, c'est bon. La fève, c'est bon. Les pois chiches, c'est bon. Et ils ont un peu, plus ou moins, la même composition chimique, enfin, les mêmes caractéristiques. Puis les céréales aussi, ils ont les mêmes caractéristiques. Les gens qui ne peuvent pas manger du blé, il y a de l'avoine, il y a du riz. Aussi, il n'y a pas. Mais le maïs, je ne conseille pas. Le maïs, je ne conseille pas, parce que le maïs actuellement, il est transgénique, il est OGM. Tout comme le soja, il est OGM. Donc, ça, c'est un régime, si on arrête de consommer les huiles de table, les huiles raffinées, si on arrête de consommer donc la farine raffinée, il n'y a pas de sang. Si on arrête de manger donc la cuisson rapide, c'est-à-dire l'effet de la friture, et si on arrête trop de viande et trop de lait, pas de viande, pas de lait, hein, jusqu'à ce que la personne sente un peu bon, et puis il peut un peu introduire des choses, les poissons. Le poisson est mieux que la viande pour ces personnes parce que le poisson, il n'y a pas de collagène. Et le poisson, c'est une chair qui se digère facilement. Donc la viande, c'est 3h30 de digestion. Il y a des gens qui font 4h30. Ils ont une insuffisance enzymatique, une insuffisance d'acidité dans l'estomac, et ça peut aller jusqu'à 4h30. Normalement, les viandes, c'est 3 heures quand on a un bon estomac, mais c'est 5 heures, hein, quand on a un mauvais estomac, c'est 5 heures. Et vous imaginez de la viande qui reste 5 heures dans votre estomac, qu'est-ce que ça donne? Ça donne au moins vous allez sentir une malaise, vous ne vous sentez pas bien. Ça d'abord. Et puis, il y a des choses qui allègent un peu, plus ou moins, bon, ces irritations, qui sont c'était des compléments alimentaires, mais des compléments alimentaires qui sont très forts, hein, d'ailleurs tels que la propolis, donc de l'abeille. La propolis, quand il est bien, hein, quand il est garanti, c'est toute la propolis verte. Donc ça existe d'ailleurs dans les pays d'Amérique et dans les pays d'Europe, il y a la propolis verte. Et la propolis, ça répare beaucoup donc, ces dégâts à l'intérieur du corps. Et même aussi la cire d'abeille naturelle, pas les paraffines, hein, la cire d'abeille naturelle. Là aussi, ça allège un peu donc, ces inflammations. Et mieux que ça, hein, on s'approche du mois de Ramadan, mieux que ça, bon, quand on jeûne, c'est bon. Et il ne faut pas du tout boire l'eau de robinet, il ne faut pas boire de l'eau fraîche, de l'eau froide. Il faut de l'eau tiède et il faut une bonne eau, hein, que ce soit une eau distillée ou une eau minérale ou une eau filtrée. Il faut une bonne eau parce que les inflammations, attention, l'eau de robinet peut contenir de l'eau de javel, hein, l'hypochlorite de sodium, peut bien contenir du sulfate et du nitrate, hein, il peut contenir même des métaux lourds. Et les gens qui ont des inflammations au niveau donc, de digestion, surtout au niveau du côlon, nous on parle du côlon, là il y aurait un problème. Il y a des gens qui font un cleanse, oui, un cleanse avec jus de légumes crus, jus de légumes et fruits mélangés, pourquoi pas, et avec l'eau tiède et tout ça, et puis on fait une starvation ou on jeûne, mais il y a un facteur là que les gens oublient bien, c'est que les gens qui ont ce syndrome donc, du côlon, il faut qu'ils pratiquent du sport et la meilleure façon c'est la marche. Il faut marcher, c'est tout. Mais attention, il faut marcher 1 heure et 1h30 et 2 heures. C'est pas marcher 5 pas. Il faut marcher et chaque jour et doucement. Il ne faut pas courir, il faut marcher, juste marcher. Pourquoi? Parce que ce mouvement, il va masser un peu le côlon et puis on a l'introduction de l'oxygène, on a une bonne circulation. Et puis, on aura un peu allégé, au moins physiquement, donc, ce côlon, hein, ce tube digestif. D'ailleurs, actuellement, on a un grand problème avec l'ulcère de Crohn. L'ulcère de Crohn. On a un grand problème, mais surtout, on a le RCH, la rectocolite hémorragique.
Et la rectocolite hémorragique et le Crohn actuellement, il y a une petite différence. On sait bien la détecter hein, pour les analyses de labo et puis même les médecins, et ça vient distinguer entre la RCH. Mais de point de vue régime alimentaire, c'est la même chose. C'est des inflammations du côlon, sans donner le nom, RCH ou Crohn ou même les hémorroïdes. Les hémorroïdes, il y a des gens, bon, quand ils bougent, les hémorroïdes, quand ils bougent, quand ils font la marche, quand ils font des sports et quand ils arrêtent les viandes, c'est bon. Et c'est tout, c'est bon. Il n'y a pas de... Et même certains constipés, quand ils arrêtent les viandes et le lait, c'est-à-dire viande et lait, ça veut dire régime végétarien, ils peuvent manger du poisson. Hein. Et puis la marche aussi, hein. La marche, les constipés, il faut qu'ils marchent. Le sport, ça masse bien, hein. Ça masse bien le côlon, il faut que ça marche. C'est des informations qui sont très... On a simplifié un peu parce que c'est encore beaucoup plus compliqué, mais on a un peu simplifié parce qu'il y a des méthodes, on a déjà parlé du cleanse, comment faire une détoxification hein, du corps. Et cette détoxification, tout le monde doit pratiquer d'ailleurs. Tout le monde doit pratiquer la détoxification parce qu'il faut rejeter ces déchets qui sont collés au gros intestin et surtout les déchets qui sont difficiles à éliminer. Donc il vous faut un programme de détoxification d'une semaine et même plus. On ne peut pas se détoxifier en 24 heures, mais tout au moins quand on pratique ça chaque mois ou chaque 2 mois ou même chaque 3 mois, quand on pratique une détoxification de 48-72 heures, c'est déjà pas mal parce qu'il ne va pas laisser donc s'accumuler certains types de déchets ou beaucoup de saleté qui se collent aux villosités intestinales et qui bloquent un peu les échanges. Et c'est cette saleté-là qui retient ce que vous mangez après digestion dans l'intestin grêle, qui vous font des fermentations, parce que ce sont des choses incrustées et qui vous font donc des fermentations et des fermentations indésirablement. Bon, je pense que, j'espère bien, tout au moins que les gens aient une idée au moins de ça vient, et puis s'ils peuvent au moins éviter les choses d'abord qui causent ces maladies, parce qu'on parle bien-être, on ne parle pas solution. Il y a des gens qui continuent à vivre comme ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre avec les causes de la maladie, et puis ils cherchent une solution. Ils cherchent une plante, naturopathie, on m'a dit que ça fait ça et tout ça. Mais si vous ne changez pas votre mode de vie, il n'y a pas de traitement. Et on le dit clairement et tout simplement, c'est tout. Si vous ne changez pas votre mode de vie, il n'y a pas de traitement. Que ce soit au niveau de chimiothérapie ou corticothérapie ou antibiothérapie ou tout ce que vous voulez. Mais changez d'abord votre mode de vie et évitez d'abord les causes pour que le traitement donne résultat à 100%. Quand vous changez votre mode de vie, votre immunité va s'améliorer. Et puis le traitement que vous allez prendre, que ce soit un antibiotique ou que ce soit n'importe quel protocole, ça va donner un bon résultat. Sinon, ça va donner un 30%. Et vous aurez une antibiorésistance. Surtout chez les enfants. Les enfants, ils ont des problèmes d'angine. Ils ont une antibiorésistance. Pourquoi? Parce qu'ils ne changent pas de mode de vie. Ils continuent à vivre sur la confiserie et ils prennent donc de l'amoxicilline et puis ça ne donne pas 100%. Ça donne 30%. Et malheureusement, il faut que les gens comprennent ça. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes quelque chose. Parce que nous, on compte sur le médecin à 100%, mais il ne faut pas compter sur le médecin à 100%. Il faut compter sur le médecin à 10%. Comptez sur vous-même à 90%. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous pouvez vous faire, elles sont très simples, et puis le médecin, il ne vit pas avec vous à la maison, il ne sait pas ce que vous mangez, il ne sait pas ce que vous faites. Il ne le sait pas. Bon, il vous ausculte donc le corps que vous lui présentez, mais il ne peut pas revenir en arrière pour savoir qui a causé la main, il ne peut pas. Donc, c'est vous-même qui devez d'ailleurs connaître les causes et les choses qui vous gênent pour vous les arrêter, et c'est tout. Je pense que on doit apprendre quand même, on doit apprendre à vivre de cette façon, parce qu'actuellement, avec le développement de l'industrie chimique, le développement de l'industrie alimentaire, on aura beaucoup de problèmes, on aura encore beaucoup de problèmes. On est actuellement à 10% des problèmes, attention, déjà les gens ils en ont ras-le-bol, mais que pensez-vous d'ici l'année 2030 et 2040? Il y aurait encore beaucoup de catastrophes et beaucoup plus de maladies qu'on ne sait même pas identifier. Bon, je pense que vous avez déjà eu une idée, et c'est ce qu'on cherche, nous, hein, on cherche à ayez d'abord l'idée. On ne vous demande rien, on ne vous suggère rien, on ne vous oblige à rien faire. On vous demande d'ailler l'idée. Ayez d'abord l'idée. Quand vous avez l'idée, c'est tout. Ça, c'est notre projet. Nous, on n'intervient pas dans la vie des gens, mais on veut aider les gens, mais on veut les aider d'une manière claire et simple et scientifique et concrète, et il n'y a pas de faute. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.